Monsieur le Président, vous avez récemment déclaré que le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Imposez-vous des délais concrets pour le vaincre complètement et comment voyez-vous la future aide de la Russie en ce qui concerne ceci, l'un des axes principaux du partenariat russo-burkinabé? Je l'ai dit parce que le Burkina Faso, nous travaillons à ce que aujourd'hui il y a beaucoup de criminels qui le recrutent pour venir combattre le Burkina Faso. Ce n'est pas du terrorisme, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est de la criminalité. Ce sont des bandits qui ont été armés par les impérialistes pour nous déstabiliser, pour nous maintenir dans la guerre permanente, pour nous exploiter. Et donc, je l'ai dit, nous travaillons sur le Burkina Faso sur le combat du terrorisme. Il faut que lorsqu'on recrute quelqu'un pour venir combattre le Burkina, qu'il préfère se suicider. Et ça va arriver. Parce qu'on les équipe, on les forme, on leur donne la technologie, ces criminels-là, mais nous nous adaptons permanemment. Actuellement, nous sommes dans une phase assez particulière. Ils ont acquis de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de combat et tout. Et grâce donc au soutien de ces impérialistes-là, maintenant, nous avons étudié la situation et nous allons avoir la réponse tout de suite face à tout ça. Donc vous allez le voir. Le terrorisme va finir, je ne veux pas donner un délai, mais le terrorisme va finir très vite, aussi vite qu'on le peut. Et la Russie, tout ce que nous demandons, c'est surtout l'apport, je dirais, intellectuel. Voilà, aider à former intellectuellement sur notre industrie militaire qu'on devons développer et aider à former les jeunes gens sur tout ce que nous pouvons développer pour faire face à cette guerre-là. C'est cette partie qui nous intéresse le plus. Et plus concrètement, quel matériau, peut-être quel équipement vous intéresse le plus? Déjà, je peux dire merci parce que la Russie fait partie d'un de ces rares pays dans ce monde-là qui a pris du matériel militaire pour venir nous donner pour faire la guerre. Donc ça, c'est significatif. À part la Russie et la Chine, il n'y a pas personne, sinon même pire. Ailleurs, on veut payer, même on refuse de nous vendre. Mais là, ils ont compris qu'on est en guerre. La Russie aussi mène son opération spéciale. C'est que ce n'est pas possible. Aussi, dans ça, ils ont pu prendre du matériel pour venir donner au Burkina Faso. C'est très important. Mais c'est comme je l'ai dit, la Russie contribue à nous former. Tout ce qu'on paye, comme l'emploi de tout ça. Mais nous voulons continuer à développer donc l'accompagnement de la Russie. C'est une grande avance dans le monde, je dirais, en matière d'armement. Donc, nous devons faire cette collaboration. Donc, cette dernière année a été marquée par de grands changements pour le Sahel et pour chacun des pays de l'AES particulièrement, dont par exemple la rupture définitive avec la CEDEAO et l'adoption également de ses propres symboles, comme le drapeau commun. Dans ce contexte, comment décririez-vous le Burkina Faso d'avant et d'après, et comment évaluez-vous l'Alliance des États du Sahel comme un format de coopération régionale? Y a-t-il des projets d'élargissement probablement? Oui. Pour comprendre l'AES aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse africaine. Je pense que la jeunesse africaine a espoir que c'est un modèle d'union. Et nous, dirigeants de l'AES, ça nous donne une pression. Et nous devons réussir. Parce que l'Afrique a besoin maintenant de s'unir. On était dans une organisation qui était censée être une organisation où il y a la solidarité, la coopération, l'entraide et tout. Mais on ne peut pas être dans une organisation où vous dites frères, et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête. On ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit. Vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout, on a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre les peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères, il ne faut pas se voiler la face. Et ça, ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants. Sinon, les peuples, quand vous regardez, même ces pays de la CEDEAO et tout, les peuples soutiennent et comprennent l'élan de l'AES. Donc ça nous réconforte à nous structurer, à être un modèle pour qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre. Voilà. Mais pour s'étendre, nous avons besoin d'asseoir des bases fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà un peu ce qui a mené à se retirer et à se structurer pour se relancer. Monsieur le Président, pour beaucoup en Afrique, vous êtes plus qu'un président d'un pays, en fait.
mais l'incarnation de renouveau panafricanisme. Pourquoi l'Afrique a-t-elle aujourd'hui tout particulièrement besoin d'un, si je peux dire, nouveau Thomas Sankara? Qu'est-ce que cela vous fait, en fait, d'assumer toute cette responsabilité à seulement 37 ans? L'âge n'est pas important, mais c'est de la pression, je peux dire. C'est de la pression, il ne faut pas prendre ça, en faire de la folie, de grandeur. C'est de la pression. Moi, c'est un message que la jeunesse me passe et ça me met plus la pression. Si j'arrivais à dormir 2 heures, j'ai réduit mon temps de sommeil à 1 heure, et s'il ne faut pas dormir, il ne faut plus dormir. Parce qu'ils ont vu quelque chose sûrement qu'on est en train de faire et selon eux, peut permettre à l'Afrique de sortir donc de cette situation. Et nous, ça nous encourage, ça nous remotive à continuer le combat. C'est pourquoi je dis que c'est une pression, c'est une très lourde responsabilité. Et je peux promettre que tout ce qu'on peut faire, c'est de ne pas trahir, c'est de continuer dans notre ligne de combat panafricain, espérer que ça puisse donc prendre donc toute la jeunesse africaine et que le panafricanisme que nous souhaitons tant puisse être une réalité. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Il est temps qu'on puisse finir, travailler, se développer. Autant les Africains partent ailleurs, voient le mode de vie et tout ce qu'il y a. En Afrique, c'est possible. C'est possible. Donc c'est notre mission et nous allons l'assumer. Monsieur le Président, de plus en plus de pays africains revendiquent la souveraineté et exigent le retrait des troupes occidentales de leur sol. Récemment, par exemple, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont formulé des demandes similaires. À votre avis, où l'Occident s'est-il trompé dans ses relations avec le continent africain? Bon, ce que je connais, c'est notre situation. Nous étions en guerre, nous avons vécu avec les troupes occidentales et tout. Nous avons vu et nous avons décidé de nous séparer de ces troupes-là parce que ça ne cadre pas avec la lutte. Au contraire, ça amplifie le phénomène. Les autres pays qui sont séparés, je ne peux pas me prononcer parce qu'ils se sont prononcés pour se séparer. Mais après, le président Macron a dit que c'est lui qui les a dit de trouver la formule et tout ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans ces débats. Seuls eux, ils connaissent la vérité. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de souveraineté et avoir une armée d'un autre pays sur notre sol qui nous dicte ce qu'il faut faire. L'économie, l'éducation, tout le développement d'un pays est basé sur l'armée. Donc chaque pays devrait développer son armée, être souverain et indépendant. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand je prends le cas du Burkina, ces armées ont été présentes et ça a contribué à tuer l'armée burkinabé. On ne recrutait plus, c'est eux qui disent quel volume il faut recruter. Il n'y avait plus d'armement, d'équipement et tout. Même les années 85 sous Sankara, on était mieux équipés que 10-20 ans après. Et finalement le terrorisme est rentré. Quand le terrorisme est arrivé, on n'avait pas d'armée. C'est dans la guerre que nous sommes en train de créer une armée. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, on souffre, mais il faut créer une armée. Et sortir de cette guerre, on doit sortir grandi. C'est ce que je dis. Quand je regarde les statistiques de l'armée soviétique, le nombre d'hommes qu'ils ont perdus, au sortir de la guerre, ils sont sortis très grands. Et aujourd'hui, aucune armée n'a l'équipement que l'armée russe. Donc nous aussi, nous devons apprendre de notre guerre. Au sortir de la guerre, on doit être très fort. La souveraineté commence par l'armée. Une fois que vous avez une armée forte, tous les autres volets peuvent facilement se développer. Voilà ce que je peux dire, ce qui a poussé le Burkina en tout cas à se séparer de ces armes-là. D'accord. Un autre sujet qui persiste en fait important, c'est le dossier ukrainien. La Russie se déclare prête à négocier sans conditions préalables, tandis que l'Ukraine pose constamment des contraintes. De plus, Kiev soutient les terroristes au Sahel. Qui ne veut pas la paix pour nos deux pays, à votre avis? Je pense que bien avant, maintenant, il y a le président turc Erdogan qui avait réussi à créer un cadre de dialogue. Et je pense que les deux présidents se sont rencontrés en son temps. Ce n'était qu'au début de l'opération. Et nous tous, nous avons espéré que ça aboutisse et que voilà, les armes se taisent et que chacun revienne à de bons sentiments. Mais ce sont les Occidentaux qui sont venus dire au président ukrainien de ne pas accepter. On a suivi ça et finalement, ça donne quoi? Mais moi, je pense que tout ça rentre dans le cadre de la manipulation.
Je pense qu'ils se sont fait manipuler. Sinon, les peuples ukrainiens et russes, c'était l'Union soviétique. Ils sont des frères. Comment se fait-il qu'on a pu cultiver la haine, la russophobie au sein de cette population? La guerre n'a pas commencé en 2022. En 2014, ça a commencé. C'est cette réalité aussi que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, ou bien qu'on refuse de dire. C'est en 2014 que la guerre a commencé. Et aujourd'hui, on est surpris de voir que les gens rejettent peut-être la balle sur la Russie et tout ça. Quand on bombardait les civils russophones en 2014, qui parlaient? Il y a des images qui sont toujours là. On a enfermé des gens dans des maisons, les brûlés. Il y a des images qui sont là. Mais il fallait agir pendant tout ce temps. Ils ont été manipulés. Et aujourd'hui, la réalité est là. Vous voyez, toute l'aide qu'on donnait, ce n'est pas une aide. On a dit de donner les minéraux. En réalité, l'Ukraine n'appartient plus aux Ukrainiens. On les a manipulés et ils sortent perdants. Tous les secteurs seront gérés par ceux qui les ont conduits dans cette guerre. Et c'était espérer affaiblir la Russie, mais la Russie sera encore plus grande de cette guerre. Donc moi je pense qu'ils doivent comprendre cela et revenir à la raison pour avoir des négociations et aboutir à la paix. Parce qu'ils ont déclaré qu'ils soutiennent les terroristes. Vous avez tous suivi ça. Et on le constate sur le terrain également, qu'ils soutiennent effectivement les terroristes. Ce n'est pas une bonne guerre. Je pense qu'ils se trompent éperdument. Ils doivent revenir à la raison. De toute façon, ils peuvent les soutenir, nous les combattrons et nous gagnerons. Donc, s'ils n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui que toute cette manœuvre, c'était pour les effondrer et s'accaparer de leurs minéraux critiques, ils peuvent continuer la guerre. Donc voilà ce que moi je peux dire sur la situation. Chaque peuple doit comprendre qu'il faut éviter de se faire manipuler et rentrer dans une situation très compliquée. Voilà un peu ce que je peux dire.